On passe tellement de temps à bosser toute l'année et toute notre vie que ça serait quand même vraiment bête de ne pas en profiter et que ce ne soit pas dans la joie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un gros marasme, pas partout, mais dans pas mal d'endroits, surtout dans des boîtes un peu ancien monde, à l'ancienne, qui sont restées dans des logiques très productivistes, à ne rechercher que la pure rentabilité financière sans tellement regarder autour. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes et qu'on pourrait commencer à compter et à chercher. Et du coup, quand on commence à ouvrir un peu ses chakras et à se dire, bah tiens, sur quoi d'autre est-ce que je pourrais contribuer? Alors le social, c'est un sujet depuis très longtemps dans la RSE, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. L'intégration des parties prenantes aussi. Chez les dirigeants chrétiens, c'est quelque chose qui est historiquement très fort et les chrétiens ont été des fers de lance et très novateurs dans toutes les lois sociales. On l'oublie un petit peu quand même depuis plus d'un siècle et donc ça, c'est vraiment super. Et maintenant, je pense que ce qui serait vraiment encore mieux, c'est de passer encore un pas supplémentaire et de se dire, bah voilà, le social, on a déjà fait plein de choses et on peut toujours s'améliorer. Mais là, on est face à un nouvel enjeu qui est énorme et qu'on va se prendre comme un mur si on ne l'adresse pas et qu'on ne le travaille pas maintenant. C'est l'effondrement des écosystèmes et la catastrophe écologique qui est déjà en cours et qui ne va aller qu'en accélérant. Et en fait, ça peut être très anxiogène, ce que je dis là, mais c'est pas le fait de ne pas en parler qui va changer la réalité, je pense qu'il faut le dire. Et il y a beaucoup de gens qui sont déjà très éco-anxieux. On a une nécessité absolue en fait, de changer nos business models pour deux raisons. La première, c'est que si on ne le fait pas, dans tous les cas, les business models sont menacés. Donc il y a une responsabilité du dirigeant à avoir pour assurer la pérennité de son entreprise. C'est la première chose. Ça, c'est pas enchanteur, mais c'est un devoir et une nécessité. D'une part, il y a cette nécessaire adaptation et transformation des business models pour des questions de responsabilité et de survie. Et aussi pour des questions de responsabilité, pour ne pas encore continuer à abîmer encore plus la terre sur laquelle on est. Donc ça, oui. Mais ça, c'est vu dans une perspective qui est assez déprimante, en fait, de se dire on va perdre des choses, on va arrêter des choses, oulala, oulala. Alors, ok, il y a ça, et c'est une réalité. Mais moi, je propose une autre lecture, en fait, qui est que quand on regarde bien, en fait, on est à un tournant d'histoire qui est passionnant. Et qui peut être hyper mobilisant et qui peut être l'occasion justement de réenchanter le travail en se disant collectivement, c'est pas seulement la direction, c'est aussi les salariés, c'est ceux qui font, c'est peut-être en sortant un peu de ses bureaux et en allant parler avec ses clients, avec ses fournisseurs et en réfléchissant ensemble. Il y a énormément de nouvelles opportunités de marché qui sont en train d'émerger et ça c'est vraiment génial. Donc se dire, l'écologie, c'est un problème et c'est une contrainte, mais c'est une opportunité créative et si on se met tous autour de la table et qu'on réfléchit, vraiment en conscience, on va devoir lâcher des activités qui de toute façon ne sont pas pérennes et sont trop polluantes. Mais du coup, ça fait de la place aussi. Et en fait, en faisant cette place-là, on a la possibilité de créer des nouveaux marchés, des nouvelles offres, des nouveaux services. Et il y a énormément d'opportunités qui sont déjà en train d'arriver. Il y en a qu'on voit déjà autour de la renaturation des espaces, autour de la création d'îlots de fraîcheur dans les villes, autour de la rénovation des bâtiments de manière à réduire l'empreinte écologique, autour du réemploi, du recyclage. Il y a énormément de choses qui existent déjà, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de s'appuyer sur les forces vives dans les entreprises et de se dire finalement, fondamentalement, quels sont les assets qu'on a, qui peuvent être industriels, mais pas que. Et la plus grande force qu'on a, c'est les talents et les compétences qu'on a dans nos boîtes et avec nos écosystèmes proches. Et se dire, si on réagençait ce qu'on sait faire, comment est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser les mêmes talents et les mêmes compétences, mais au service d'autres choses et se donner une mission commune. Et là, quand on fait ça, c'est une possibilité, une opportunité immense, en fait, de remettre du sens dans le travail, de redonner un alignement à tout le monde et de redonner un sens de la contribution et de la fierté à ce qu'on fait. Et en se disant que chacun, à sa place, contribue à une mission commune, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans la pensée sociale de l'Église et qui sont très utiles, un peu comme des outils ou aussi comme des boussoles. Moi, j'en ai plusieurs en tête. Il y en a un qui est le principe de subsidiarité. Et en fait, ce principe, il est formidable. Alors, c'est très amusant parce qu'il a été réutilisé de manière profane dans les bouquins de management avec l'idée du servant leadership, qui est de dire que le leader n'est pas celui qui donne des directives hyper claires, mais qu'en fait, il est en ressources et qui donne un cap à son équipe et qu'après, il est là pour aider et faciliter. Et en fait, c'est un principe à la base qui est un principe de la PSC.
Et c'est ça le principe de subsidiarité. Et en fait, je trouve qu'il est merveilleux et hyper opérant dans le cas actuel, parce qu'en fait, il va énormément décharger le dirigeant de la difficulté à trouver seul une réponse à un problème qui est extrêmement complexe. Il va permettre aux salariés de se sentir acteurs, reprendre le pouvoir, mais au sens positif, en fait, avoir cette puissance-là. Et du coup, en fait, moi, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Le dirigeant, il ne sera plus dans « j'ai le pouvoir sur ». Pouvoir sur le monde, pouvoir sur le business, pouvoir sur mes salariés pour qu'ils fassent ce que je leur ai demandé de faire. C'est plus ça. En fait, on passe de cette idée de pouvoir sur à une idée de puissance avec, et c'est une puissance du collectif qui est tellement plus forte et profonde. Et ça, c'est pour ça que ce principe, j'y tiens beaucoup, je le trouve hyper intéressant. Et en plus, il est très opérationnel, c'est pas juste une idée. Alors pour les cathos qui nous écoutent, n'oubliez pas que quand on est chrétien, on est révolutionnaire. Donc ne vous endormez pas sur vos habitudes, le train-train, le laurier, la recette qui marche, hein, parce que bientôt elle ne marchera plus et parce qu'encore une fois vous avez cette responsabilité et qu'on a ce devoir en fait d'être révolutionnaire. Et c'est hyper important. Et en fait, souvent je dis, mais en fait Jésus c'était un hippie quoi. C'était le premier hippie de l'histoire de l'humanité. Et n'ayez pas peur parce que Jésus, il est parti, alors il a juste été hyper bon. C'est-à-dire qu'il est parti, il était en sandalettes avec une toge au milieu de nulle part. Il n'avait pas les réseaux sociaux, mais il s'est entouré d'apôtres, donc il a déjà fait du réseau. Il y avait des femmes, c'était l'un des premiers qui a donné un rôle aux femmes, hein, il ne faut pas l'oublier, très important. Donc il était déjà un peu pour la parité à sa manière. Donc ça, c'est super. Il est parti avec un message qui était à la fois très fort, qui partait du cœur, qui parlait au cœur de l'homme, et qui parle d'ailleurs même aux non-chrétiens de manière très forte, et qui était à la fois hyper embarquant, hyper enthousiasmant et très exigeant. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de parler au cœur, d'être très embarquant, d'être très exigeant et d'être très révolutionnaire, parce que c'est notre rôle de chrétien.